Pour nous, il ne s'agit pas simplement d'un combat géopolitique. Pour nous, c'est un combat pour la notion même d'État russe. Parce que nos anciens partenaires, qui sont devenus désormais nos adversaires, n'ont qu'un seul objectif. Nous avons pu nous convaincre ces dernières décennies. Nous dépecer et se partager les morceaux. C'est ça qui est en jeu. Donc notre tâche n'est pas géopolitique. Elle consiste à assurer la survie de l'État russe, à créer les conditions nécessaires au développement futur du pays de nos enfants. Voilà notre tâche. L'Occident veut dépecer la Russie. Pourquoi Abnous, Vladimir Poutine ressent le besoin aujourd'hui peut-être de redonner du sens, de son point de vue évidemment, à cette guerre? On est dans la continuité. C'est vraiment l'obsession. Pour lui, la plus grande catastrophe historique, c'était la chute de l'Union soviétique. C'est la perte de tous ces pays satellites. C'est la perte, j'allais dire, de tous ces États tampons qui le protégeaient de l'Ouest. Donc là, il est totalement dans la continuité de cette obsession et de ce discours-là. Et il a besoin de le rappeler aujourd'hui. Ce discours n'infuse pas tant que ça. Si, mais il est quand même beaucoup dans la répétition là depuis un certain temps. C'est que l'idée, c'est quand même de répéter aux Russes qu'ils sont en danger pour justifier les morts russes, pour justifier peut-être une future mobilisation, pour justifier l'opération spéciale en Ukraine. C'est qu'il faut qu'il y ait un sens dramatique, sinon c'est pas justifié. Et il a passé son temps à faire des liens entre cette guerre, enfin cette opération spéciale, et Stalingrad. Faut au moins que le territoire russe soit en danger. Mais en plus, c'est intéressant parce que vous voyez, quand il y a eu là des élections en Estonie, c'est le parti pro-européen, libéral, de droite qui a gagné. Mais il suffit de regarder la région frontalière de la Russie, où c'est dans cette région qu'il y a le moins alors, il n'y a que 7% d'Estoniens qui ont gardé la nationalité russe, mais ils sont concentrés dans cette région d'Ida-Veru, où ils sont devenus estoniens, mais d'origine russe, donc ils parlent russe, et ils sont encore, j'allais dire, branchés sur Moscou, sur la télévision de propagande. Et ben, c'est de toute l'Estonie ceux qui se sont le moins déplacés aux urnes, et quand ils se sont déplacés, c'est pour voter pour un candidat pro-russe qui traite globalement, dont la première ministre, tout le monde de nazi, puisque dès que vous êtes contre Moscou, vous êtes forcément un horrible nazi. Et donc c'est intéressant de voir que ce fantasme de Poutine, d'un défaut, j'allais dire, de récupérer tous les ex-pays soviétiques, d'avoir cette espèce de ligne tampon de toute la frontière où il suffit d'être russophone pour être pro-russe et vouloir revenir dans le giron. Mais on voit que cette propagande, c'est aussi s'adresse à toutes ces ethnies en espérant, comme la Transnistrie, etc., mais qui est déjà russe, mais en espérant créer des déstabilisations intérieures qui feront basculer du côté de la Russie. Mais ce qu'il a servi à ses soldats en premier lieu, c'était quoi? C'est de dire, nous allons libérer vos cousins ukrainiens, ils vous attendent. Alors les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont branchés sur Tinder, à nous les petites Ukrainiennes. Dans l'idée, on va les libérer des méchants nazis, etc. Ce n'est pas le cas. Mais il continue quand même à fantasmer cette idée-là, d'avoir vraiment cette ligne tampon, cette ligne au nom de l'ethnicité, au nom de la langue, de dire, ils sont vous. Et c'est vrai qu'on voit quand même, sur une partie de la population pro-russe, évidemment, c'est aussi générationnel, chez les plus âgés, ce discours-là, il s'adresse aussi, pas seulement en interne, mais c'est vraiment, je pense aussi, à l'intérieur externe, quoi. C'est vraiment toute cette bande-là, parce que tout ça est relayé, évidemment, en Moldavie, en Estonie, dans les pays baltes, à l'adresse de ces populations qui l'espèrent rallier à la cause de la maison mère. Et ça n'est pas par hasard que vous nous parlez de Tinder. On se souvient qu'au début, il y avait vraiment eu effectivement des rendez-vous comme ça. En réalité, c'était des pièges qui attendaient les militaires russes. Ils ont utilisé ça comme des pièges. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que cette usine qu'il visite est à Ulan-Ude. Ulan-Ude, c'est la capitale de la Bouriatie. Donc, c'est une de ces républiques autonomes russes en Sibérie. C'est pas loin du lac Baïkal. C'est pas loin de la frontière chinoise ni de la frontière mongole d'ailleurs. La population en Bouriatie n'est pas majoritairement bouriate, mais les bouriates qui sont vraiment des asiatiques et qui ressemblent à des Mongols, mais qui sont pratiquement frères des Mongols. C'est une ethnie qui a énormément souffert de la mobilisation. Il y a eu énormément de morts bouriates. Je regardais un reportage récemment avec une femme qui disait, mais dans chaque famille bouriate, il y a déjà un mort. Il y a prétexte de récompense, c'est qu'on leur promettait des sommes, des prêts pour pouvoir enfin acheter, ils sont extrêmement pauvres. Et il y a un mouvement de libération de la Bouriatie, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais Poutine tient ce discours depuis quelques semaines déjà, de ce discours de l'Occident qui veut démanteler la Russie. Il faut aussi quand même souligner que les Ukrainiens ajoutent un peu d'huile sur le feu quand le chef du renseignement ukrainien se fait photographier devant une carte de la Russie éclatée. Ouais. Mais il y a une vraie peur que ces régions
non ethniquement russes vont vouloir quitter la Russie. fédération. Et dans la même journée aujourd'hui, il a aussi fait un discours sur l'importance de bien gazifier la Sibérie. Parce que paradoxalement, ce qu'on peut penser, la Sibérie, où il y a d'énormes gisements de gaz, il n'y a pas beaucoup de gaz destiné à la consommation. Il l'exporte. Domestique, c'est exporté. Donc là, aujourd'hui, il a vraiment mis l'accent sur le fait que nous allons bien vous gazifier. Nous mettons l'accent sur les gazoducs de l'exportation, mais nous allons maintenant nous occuper de vous. Il a peur. Il a peur de ce qui est en train de se passer. Certains analystes disent que dans ces républiques, c'est impossible qu'il y ait un vrai désir de sécession parce que la majorité de la population reste ethniquement russe, parce qu'elle a été bien placée là-bas pour diluer le côté bouriate. Mais il y a eu, par exemple, un peu plus au nord, en Yakoutie, des mouvements pendant la mobilisation qui hurlaient « Stop au génocide », stop au génocide des Yakoutes. De leur population. Voilà, qu'on envoyait mourir en Ukraine. Donc Poutine a peur, je crois, aujourd'hui. Et c'est pas anodin qu'il soit allé dans cette usine-là parler du problème de la longévité de la Fédération de Russie à cet endroit-là, parce que c'est un point faible. En tout cas, il le perçoit comme un point faible. Un point faible sur le plan donc, de l'adhésion de la population, point faible également sur les munitions, parce que les Russes en manquent, et c'est le sens de ce que le ministre de la Défense, dans le même temps, Sergueï Shoigu, est allé dire aux producteurs là-bas. Regardez. La mission principale est d'améliorer l'efficacité de production, réduire les coûts, surtout de la force de travail, et de ce fait, je le répète, de doubler la production. On en a tellement besoin. Nous espérons que les obligations que vous avez prises pour 2023 et 2024 seront honorées. Et nous aurons, en plus de ce que nous avons déjà, de nouveaux produits que ni notre ennemi du jour, ni les forces armées d'autres pays ne possèdent. Voilà, besoin d'augmenter la production donc et d'avoir des stocks d'armées nouvelles, c'est ce que dit le ministre Shoigu en réponse au brief quotidien du renseignement britannique qui dit que les Russes n'ont plus de munitions, ils sont obligés d'aller taper dans les stocks anciens, voire très anciens, d'utiliser d'anciens stocks qui étaient auparavant classés comme impropres à l'utilisation. Il y a un côté très alarmiste évidemment pour les Russes dans ce brief du renseignement britannique. Est-ce que ça vous semble crédible, Pierre? Est-ce que ça correspond à ce qu'on peut imaginer, vu la consommation évidemment colossale que font les Russes de leurs munitions? Oui, ça correspond complètement aux informations que je peux avoir et à des articles très pointus qui ont été publiés. Je pense par exemple à un dossier d'Air et Cosmos qui a fait une analyse, un dossier de fond très intéressant sur la consommation des missiles, des différents types de missiles, notamment ces derniers mois, qui montre très bien qu'il y a un ralentissement du rythme, qu'il y a une grande diversification, c'est-à-dire que les Russes vont utiliser dans des emplois qui sont complètement contournés des types de missiles qui ne sont pas faits pour frapper au sol et qui le font. Et dans ce dossier d'Air et Cosmos, il montre aussi qu'une partie de l'explication du fait que ces missiles n'ont pas été interceptés, un certain nombre n'ont pas été interceptés dans les dernières salves, c'est le fait que comme ils sont extrêmement imprécis, une partie de ces missiles sont imprécis, ils partent dans la pampa, entre guillemets, dans des zones où il n'y a pas de système de défense solaire ukrainien parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et cela, on le voit sur toute la gamme, les chars lourds qui sont maintenant de plus en plus anciens et fabriqués, cannibalisés à partir de pièces de rechange et de chars, comment dirais-je, qui étaient inopérants et qui sont obsolètes, obsolètes, qui sont assemblés. Plus le fait que, ce qui est bien documenté aujourd'hui aussi, c'est l'apport iranien via la mer Caspienne de ces bateaux qui apportent des munitions, l'apport également par la Corée du Nord. Donc, ils ont effectivement cette difficulté. Et juste un point sur Bakhmout, vous vous souvenez des grandes protestations de Prigojine en disant, des vidéos de soldats, de mercenaires de Prigojine disant on n'est pas équipé, on n'est pas armé, on n'a pas les munitions, etc. Alors il y a certainement une volonté de vengeance, entre guillemets, du haut commandement vis-à-vis de Prigojine, qui s'est payé la tête de Shoigu, le ministre de la Défense, de Gerasimov, le chef d'état-major des armées, mais il y a certainement aussi
un problème tout simplement d'approvisionnement. Et vous avez un certain nombre de vidéos qui apparaissent maintenant côté russe, de la part de soldats russes, qui disent mais on n'est pas équipé, on n'a pas l'armement. Ce qui me frappe dans ce type de vidéo, qui n'est pas du tout la première, il y en a plein de Poutine comme ça, il y en a plein de Shoigu, c'est le côté très patelin. Nous espérons que vous allez faire ça. Alors bon, évidemment, c'est pour la télé. Shoigu est peut-être pas une bête de télévision, mais c'est assez étrange comme atmosphère. Il y a une vraie tension, il y a des vraies difficultés dans l'armée russe. Et puis vous avez Poutine qui passe son temps à dire voilà, bon bah c'est le haut commandement qui m'a proposé ça, j'ai accepté. Shoigu qui dit aux industriels, on attendrait une posture plus directe. Quand il dit on en a vraiment besoin, on a vraiment l'impression qu'il tend la main. Quoi. Mais exactement, c'est ça. Et toutes les séquences qu'on a eues de Poutine en multiplex avec les gouverneurs, etc. Enfin voilà, donc il y a quelque chose d'un peu irréel. Et juste d'un mot pour rebondir sur ce qu'ont dit Samantha et Abnous, que je trouve d'une très grande justesse sur à la fois toujours. Oui, mais vraiment la complémentarité des deux, c'est-à-dire le fait que Poutine est un grand brûlé de la perte soviétique, et que quand il dit d'autres pays, l'Occident veut nous dépecer, évidemment vous n'avez pas un seul pays dans le monde qui a envie de dépecer un territoire grand comme ça, mais ça traduit, comme l'a dit Samantha, une vraie crainte, c'est-à-dire que derrière ces difficultés, derrière le fait que Poutine n'arrive pas à résoudre ni son problème de soldats, ni complètement son problème d'armement, l'idée de se dire intérieurement, c'est peut-être ces cauchemars en disant je vais être celui qui va détruire les débris de l'Empire soviétique, moi qui suis un grand brûlé, qui ai vécu ça de l'intérieur, je serais peut-être... Évidemment, il ne va pas le dire comme ça, et c'est plus facile d'essayer de secouer les énergies. Mais là aussi, dans le propos, comment dirais-je, c'est un peu comme les mauvais acteurs, si vous voulez, quand vous sentez moi je suis fasciné par les acteurs de théâtre, je trouve ça extraordinaire, et les mauvais acteurs, c'est ceux, vous avez une feuille, enfin vous avez une épaisseur entre le rôle qu'ils jouent et le texte qu'ils disent, et vous sentez que ça y est pas. Et ben, si vous voulez, je trouve que ni Shoigu, Gerasimov, on le voit pas beaucoup, ni Poutine, on donne l'impression d'être dedans. Samantha. Non, Abnous. Pardon. Parce que je pensais à autre chose sur On passe Samantha. tellement de temps ensemble, on nous confond maintenant. Mais non, mais c'est intéressant. Alors, pardon, mais justement, en parlant de cinéma, je regardais Shoigu et j'ai l'impression que c'était un décor de Goodbye Lénine, où il essayait de retranscrire. Oui. Parce qu'avec le radiateur derrière, lui un peu avachi, avec le col pas tout à fait fermé, qui a jamais fermé. Et à chaque fois, je me dis, mais où est-ce qu'il a eu ces médailles, puisque cet homme n'a jamais été sur un terrain de guerre, c'est pas un militaire. Mais c'est d'autant plus intéressant que ça serait quand même le destin farceur. Pour parler à la Romain Gary, que justement la pire obsession, la pire crainte de Poutine, qui est l'impression qu'il se réveille tous les soirs en pensant à la chute de l'Union soviétique, c'est lui qui finisse par faire éclater ce qui reste de la Fédération de Russie par son comportement. Et quelque part, il y aurait une justice derrière ça. Mais c'est vrai que je trouve que c'était intéressant, effectivement, de dire aussi qu'il essaye un peu de caresser dans le sens du poil, ce qui est vrai, toutes ces minorités. Et il faut dire, les Bouriatis, c'est ceux pour qui le pape François, vous savez, cet homme plein d'amour, etc., pour lui, c'est les Bouriatis, les barbares. Il avait fait une interview pour dire, en gros, c'est pas les ethnies russes qui tuent en Ukraine, c'est les minorités, parce que c'est des sauvages, ils sont pas contrôlables, quoi. C'est eux qui sont... Alors que c'est vraiment, leur ont fait perdre leur écriture. Ils ont une religion très particulière qui est entre le bouddhisme et l'orthodoxie, avec un mélange d'islam, c'est très très particulier. Donc quelque part, moi je déteste quand des trucs historiques assez uniques disparaissent. En disparaissant, ce peuple, c'est un gros morceau d'histoire, puisqu'ils sont un confluent de 3 cultures, et systématiquement, ils ont perdu leur écriture, et effectivement, il y a une colonisation par les Russes de toute cette région, comme ça l'est, au fait, partout. Et c'est terrifiant parce qu'il est en train de vraiment... je pense pas qu'ils ont les moyens même de se révolter tellement ils sont pauvres, maintenus dans la misère, mais il n'aura même pas le temps pour la Serbie de gazifier qui que ce soit, puisque la Chine mettra la main dessus avant qu'il ait... La Chine qui attend... qui attend de mettre la main sur la Serbie.